peu jeune. Tu es un habitué de la ville, lui aussi. Je suis pas niçois. Toi, Marseillais. N'exagérons pas. Ah bah je suis Marseillais donc. Moi je suis un sale gosse. Moi. Écoutez, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour interviewer, accueillir à Nice, avec ma collègue Françoise Monnier, notre ami Franz-Olivier Gisbert, qui est aussi très impliqué dans le Festival du Livre de Nice et qui aujourd'hui va répondre aux questions pertinentes, sans aucun doute, de Bernard Deloupy, écrivain lui-même. C'est pas la peine de le présenter, mais ça va. Non mais par contre, ce qu'on veut présenter, c'est la délégation des seniors. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai, dans un contexte qui est un peu particulier, et merci d'avoir accepté de jouer le jeu et de le faire sous cette forme, j'allais dire, filmée, mais qui va permettre de toucher les 100 000 seniors de la ville. Vous voulez dire qu'on est tous les deux des seniors Non. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ah non, mais j'aime beaucoup ça. Voilà. Ce sont les aînés dont on a besoin, bien entendu. Voilà, mais je suis heureux d'en faire partie. Donc, voilà. Et donc on a un beau message aussi à faire passer à nos 100 000 seniors, bien sûr. Et qui, je pense, seront très contents de réfléchir sur le dernier été. Ouais. Mais comme à Nice, on aime l'été, on se dit qu'il va y en avoir encore plein d'autres. À Nice, c'est tout le temps l'été. Mais c'est un roman, donc c'est pas vrai. Donc voilà, en tout cas, plein de plaisir à partager. Merci. Avant de parler de votre livre, je rappelle justement que vous avez ce beau rôle qui est non seulement directeur artistique du Festival du Livre de Nice, mais aussi vous avez été un des premiers auteurs, si je me souviens bien, ce que me disait la mairie, à avoir accepté le principe de lecture pour tous, c'est-à-dire d'aller alors à la rencontre des élèves, des collégiens, des écoles primaires dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Donc qu'est-ce que ça vous a dit? Oui, c'est venu comme ça. Moi j'étais, je suis pas caché d'ailleurs, j'étais heureux quand Christian Estrosi a été élu à la mairie de Nice, et parce que je savais que c'était quelqu'un qui avait l'énergie qu'il fallait pour faire développer énormément de projets, changer beaucoup de choses. Et dans ses collaborateurs, il y avait quelqu'un qui était un ami proche, qui était Raoul Millet, romancier, écrivain, pas niçois d'origine, mais qui était devenu une figure niçoise. Et qui était une sorte de vieux pote. On s'aimait beaucoup, on s'engueulait énormément, c'était comme ça, et c'était pas grave. Et je trouvais que son idée, comme ça, a priori, était intéressante. Et puis j'ai commencé à... Je suis venu une fois... je sais pas, peut-être dans la première fois, je sais pas, Elisabeth qui est là pourrait nous le dire, peut-être je suis venu la première fois, et j'ai trouvé ça absolument génial. Je savais pas que ça pouvait être aussi bien. C'est-à-dire d'apporter vraiment quelque chose à des jeunes qui en avaient besoin. C'est pas toujours le cas, ça dépend des lycées. Il y a des lycées, quand on va là-bas, des écoles d'ailleurs, on a le sentiment que, d'abord leur vie est plus facile, et, comment dire, ils ont moins besoin de s'épancher, de parler. Mais il y a des lycées ou des écoles où j'ai passé des moments, mais c'était beau à pleurer. Je me souviens bien de moments inouïs, quoi, que ce soit à Magnan, que ce soit à l'Ariane ou ailleurs. Enfin, j'ai passé des moments dont je me souviendrai toute ma vie, où je voyais qu'il se passait des choses, c'était utile. Donc quand c'est utile, vous venez. Alors donc évidemment, on n'a pas forcément le temps. J'ai plein de trucs à faire parce que je suis à la retraite, donc extrêmement occupé. Des trucs tout le temps, sans arrêt, un agenda comme ça. 3 livres à rendre là dans les 2 mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis débordé, mais pour moi, c'est bien entendu, c'est pas une BA, c'est quelque chose, enfin, comment dire, qui sert à quelque chose, quoi. On se dit vraiment, on est utile quand on sort de là, on est utile. On a rajouté la prison, on a rajouté d'autres trucs. Où la prison, il y a toujours des échanges absolument formidables, plutôt avec les femmes qu'avec les hommes. Ils sont toujours un peu en retrait, mais on a des échanges absolument formidables. Je dis pas, je fais ça pour faire du bien, parce que vous savez, la générosité, je crois que c'est une phrase de, je me demande si c'est pas une phrase de dernier été, c'est des cadeaux qu'on se fait à soi-même, hein, c'est souvent. Donc c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que, voilà, on est utile. Moi, je dois énormément à des gens que j'ai rencontrés qui m'ont apporté beaucoup, et c'est un peu naïf, mais j'essaie de le rendre. Ouais, parce que finalement, j'ai eu des rencontres incroyables avec des gens qui sont livrés, etc. Et je me dis, voilà, c'est important pour moi de le rendre. Et donc, ce que fait la mairie de Nice, tiens, je vais voir prochainement d'ailleurs un ministre, je vais lui en reparler, parce que j'en parle souvent au ministre.
que je peux rencontrer, notamment le ministre de l'Éducation nationale, il dit mais pourquoi vous ne faites pas ça partout? Parce que c'est vraiment utile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cher à faire. De toute façon, moi je ne fais pas payer, mais même, c'est pas si cher à faire, c'est une petite organisation, on voit bien, c'est fait avec une ou deux personnes. Natacha qui tient, je crois pas qu'elle ait un énorme bureau, et Elisabeth, quand elle faisait ça non plus, c'est une petite chose à faire, et c'est extrêmement utile. On diffuse dans la société, chez ces jeunes qui ont besoin, qui sont en recherche. Et moi, quand je fais ça, je pense aux gens que j'ai entendus quand j'étais au lycée. Dans un trou perdu au fin fond de la Normandie, le Boeuf, pour le citer, il y a des gens merveilleux qui sont rentrés. Par exemple, j'ai jamais eu la vocation, je ne voulais pas être journaliste. Je voulais être écrivain quand j'avais 9 ans, j'ai décidé, je voulais être écrivain romancier. Mais je me souviendrai toujours de la visite d'un grand journaliste, Pierre-Vincent Pontet, c'est peut-être là que je me suis dit, sans le savoir, voilà, j'étais attiré par le journalisme. C'est-à-dire, je me souviens que c'était une conférence qui était juste extraordinaire. Et voilà, qu'est-ce qu'il venait faire là, je ne sais pas, mais il venait faire ce qu'ont fait un certain nombre de gens dans ma jeunesse. Quand j'étais petit journaliste merdique, Louis Aragon, Maurice Genevoix, je sais pas, des grandes figures comme ça qui passaient beaucoup de temps avec moi. Le Corbusier, c'est quand même probable, Alberto Giacometti, je sais pas, Serge Poliakoff, enfin, des grands peintres, des grands artistes, et ces petites choses qui viennent, ils prennent le temps de vous parler, de vous donner une petite toile après d'ailleurs, ou une. Donc je fais ça parce que je pense toujours à tout ce que je dois. Ces gens-là m'ont énormément apporté. J'essaie de leur faire, mais en leur donnant les leçons de vie, c'est-à-dire c'est toujours un peu les mêmes d'ailleurs. Et il faut, c'est très bien, on est dans la civilisation de la victimisation, de la plainte, etc. Il faut leur dire, ça sert à rien, prenez votre destin en main. Ce qui ne vous tue pas vous renforce. Toujours des phrases de Nietzsche, mais ça, cette phrase-là, il faut évidemment qu'on ait toujours en tête, ce qui ne vous tue pas vous renforce. Friedrich Nietzsche. C'est important d'avoir cette phrase en tête quand on a 15 ans. Mais je vous assure, à 72 ans, c'est encore de bien. Et quand je mourrai, moi, jusqu'à ce que je meure, je dirais ce qui ne m'a pas tué me renforce. Bien entendu, parce que je repars. Je retombe, je me relève, je retombe, je me relève. Parce qu'évidemment, on est là, on a chacun nos merdes, surtout à nos âges. Hein, on passe d'un cancer à l'autre. Enfin, il y a un connard avec des scuds là, qui nous envoie des scuds sans arrêt. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Bon, ben, on survit à chaque fois, on repart. Voilà, on en remet des pièces dans la machine et ça repart comme en 40. Donc voilà, moi je suis très heureux de faire ça. Et je trouve que c'est une initiative formidable. Et Natacha le sait, là je suis très, toujours très motivé et très enthousiaste. Voilà. Et ça, je l'étais depuis le premier jour, ça Elisabeth peut confirmer. Quoi qu'il arrive, au début, je venais tout le temps, parce que je pense que c'est très utile et bravo. Je pense aussi, quand je viens ici chaque année, je pense toujours à Raoul, au vieux Raoul un peu ronchon parfois. Il s'engueulait beaucoup avec ses collaborateurs, n'est-ce pas? Qui était parfois malmené. Et qui était un ami proche, mais avec qui je me suis souvent engueulé, parce que il partait dans des trucs. Mais cette histoire de lecture pour tous, c'était contre l'illettrisme, mais c'est vrai qu'il y avait l'idée aussi, quand on en avait parlé la première fois, l'idée de leçon de vie, c'est-à-dire voilà, on peut parler de son expérience. Moi, ça tombe bien, j'avais un bouquin qui s'appelle L'Américain, qui est un bouquin qui se vend toujours, d'ailleurs, une sorte de, vous savez, quand vous avez des listes de bouquins, vous avez toujours les longs sellers. Alors, j'ai La cuisinière d'Himmler, ça continue toujours à se vendre. Là maintenant, je vois, j'ai le Schmock aussi, ça sort toujours. Et puis, ça, après, vous avez le bouquin qui vient de sortir, mais vous avez le long seller, ça fait toujours plaisir. Et il y a l'Américain. L'Américain, c'est mon enfance, mon père qui battait ma mère, la violence conjugale, etc. Ça parle beaucoup aux jeunes. Parce que comment on survit à ça? Je vais vous dire, c'est très facile de survivre à ça. La preuve, j'ai survécu. Et puis j'ai bien survécu. C'est-à-dire, donc, simplement, il faut avoir les armes, il faut avoir la culture. Moi, heureusement qu'il y avait ma mère qui était prof de philo, qui m'apportait la culture, les outils pour résister à ça, mais c'était d'une facilité, comme ça, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Pourtant, c'est pas facile. Et donc, c'est même une sœur qui était beaucoup plus traumatisée que moi, qui n'était pas battue, parce que moi j'étais battu, parce que je défendais ma mère. Mais après, après ça s'est arrangé avec mon père, ça s'est arrangé. J'ai commencé à aimer mon père le jour de sa mort. On ne s'est pas parlé avant, c'est dommage. Mais je pensais toujours qu'on finirait par se parler, parce que mon père avait changé, ma mère souhaitait que je me réconcilie, je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai raconté ça dans l'Américain, et je vois que ça leur parle. Parce que, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses bizarres chez eux, à la maison, ils n'osent pas le dire, etc. Mais c'est pas parce que vous avez ça que votre vie est terminée. Hein. Donc c'est bien de leur dire aussi, moi j'ai été violé quand j'étais gosse, et ma vie c'est pas terminée. Ouais, j'ai continué et j'avance.
Puis je peux très bien dire, sans problème, que j'étais violé, je peux dire où, quand, comment. Bon, on ne va pas dire que c'est un bon moment passé, c'est pas ce que je suis en train de dire, bien au contraire. Mais ça n'empêche pas d'avancer, de repartir. Hein. Toujours remettre des pièces dans la machine et on repart. Ce qui ne vous tue pas vous renforce. Alors là, vous me donnez la transition, parce que je ne sais pas ce qui ne va pas nous tuer dans le dernier été, qui est un truc absolument terrible. Donc dernier été, qui est paru, votre dernier opus, qui est paru à la fin de la période de confinement, de la première période de confinement, aux éditions Gallimard et dans la prestigieuse collection NRF. Donc le pitch était 1930, hein, une sorte d'histoire d'amour entre un peu ordinaire, entre un vieil écrivain qui a eu son heure de gloire, qui a un peu passé, et puis une jeune femme professeure de lettres, hein, si je me souviens bien. Métisse, rigolote, voilà. Un peu vos esprits. Voilà, donc personnage intéressant, histoire très peu ordinaire, mais surtout sur fond de société en train de s'écrouler complètement, et donc sous les coups de boutoir dont en fait on connaît les prémices aujourd'hui. Alors la première chose, c'est tout à fait, ça vous ressemble, c'est totalement à la fois inclassable, parce que c'est à la fois jubilatoire et désespéré, cynique et attachant. Je suis pas très désespéré. Alors oui, mais justement, je serais très curieux. Alors je donne à nos lecteurs, avant que vous le lisiez, bien entendu, il faudra le lire. 2030, la pandémie, nous en sommes au Covid 2030. Ou Covid-30. Covid-30. Ça pas le truc Covid-19. Covid canicule permanente, on atteint des 55 degrés, ça se passe à Marseille évidemment. Un petit peu moins, mais enfin, ça peut monter très haut. Il y a une pointe, il y a une pointe. Des émeutes de chaleur, des moustiques tigres comme s'il en pleuvait, les poissons qui bouent dans l'eau, qui remontent à la surface, qui dégagent une puanteur épouvantable parce qu'ils se décomposent, des émeutes, les rats qui sortent des égouts. Si on est déjà tout près de tout ça, oui. Voilà, dans des violences. Juste pour casser un peu l'ambiance pour les personnes qui nous voient. Des groupuscules radicaux qui se mettent à tirer au lance-roquettes, qui font des émeutes partout. Des émeutes partout. Des émeutes dans les CHU, parce qu'ils considèrent que la Covid est un fidèle ami des anticapitalistes, donc il faut surtout casser des services. Et puis politiquement, on a c'est très près de la réalité. Vous vous souvenez un Tartuffe qui se dit journaliste, Edouard Plenel, qui disait c'est une très bonne nouvelle le Covid parce que ça fait un krach boursier. Vous voyez, il était très content. Oui, tout à fait. Il était très content. Donc vous voyez, ce que je dis, on n'est jamais très loin de la réalité. On va reparler d'Edouard Plenel, parce que là, le garçon est habillé pour... Je ne peux pas m'enchaîner sur lui, il ne vaut pas la peine, franchement. Non, d'accord. Et puis un président à vie qui ponctue tous ses discours, la fin de ses discours par des Allahu Akbar. Le 9-3 et la Wallonie qui deviennent des républiques islamiques où la charia est réinstaurée. On sent le bruit de bottes. Alors c'est un doux mélange du meilleur des mondes. d'Aldous Huxley, avec ce bruit des bottes, cette ambiance un peu noire. Mais c'est moins organisé, parce que oui, c'est pas organisé. Huxley, c'est très organisé, et là on voit très bien, on est dans quelque chose, ça pète de tous les côtés. Quand je dis c'est le roman, mais c'est aussi notre société aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que voilà, vous avez le réchauffement climatique d'un côté, le Covid de l'autre, ça n'a pas de rapport. Mais enfin, ils sont là bien pour déstructurer la société, plus l'arrivée de la connerie. Enfin, cette espèce de grosse mélasse du politiquement correct qui fait que faut plus rire, faut plus faire ceci, faut plus faire cela. Enfin voilà, on peut plus rien dire en fait, faut mieux fermer sa gueule. Et ça, si vous voulez, tout ça arrive en même temps et c'est vrai que ça fait une société un peu bizarre. Ah oui, d'accord. Alors justement, cette fameuse tyrannie de la vertu et de la bien-pensance dont vous parlez. Donc en fait, on a l'impression que c'est... Tout ça fait évidemment par des... Comment dire on parlait tout à l'heure de Plenel, c'est amusant parce que il déteste les retraites chapeau. Il a passé son temps à critiquer très violemment les patrons qui se sont fait des retraites chapeau, c'est que parti avec du fric pour la retraite. C'est ce qu'il a fait lui-même, je l'appelle toujours le millionnaire Plenel parce qu'il est parti avec 3 millions. Il a vendu soi-disant sa boîte avec ses autres co-associés. Ils l'ont valorisé à 12. À mon avis, c'est pas sûr que ça vaut autant, mais enfin bref, c'est les salariés qui vont payer ça maintenant. Tout ça est amusant parce qu'on est vraiment dans la rigolade, la tartufferie la plus incroyable, mais c'est comme ça. Et tout le monde dit bravo, bravo. Et c'est ça, c'est ça aussi tous les travers de nos sociétés. Moi, je suis là, pas du tout pour dénoncer des gens nommément, parce qu'il est tout à fait... Lui, c'est pas un cas passionnant, mais c'est juste symptomatique, si vous voulez, d'une évolution générale de la société, avec tous ces gens, professeurs de vertu, il y en a partout, vous voyez. Alors justement, pour quelqu'un qui ne voulait pas parler d'Edwy Plenel, non mais simplement, je le dis parce que je trouve ça à mourir de rire, une statue en bronze lui est dédiée
qui va se trouver en fait en face de la mairie de Paris, hein, sur la place de l'Hôtel de Ville. On crée la journée payé d'ailleurs par Amazon payé par Amazon et par Facebook. C'est Il est nommé, en fait, il a été président du Haut Conseil de la morale et de la déontologie. Mais il a toujours rêvé de ça, ben voilà, on lui a donné. Voilà. Voilà, c'est ça, oui. Et puis surtout, il y a ce trait que j'adore, moi, la journée nationale de la moustache. Oui, Avec cette moustache qui ressemble étrangement à celle de Hitler, où on peut revoir Staline, Big Brother, enfin tous on peut. Donc, attends, alors là, sur la moustache, c'est un gag, parce que franchement, moi j'aime bien les moustaches. J'ai une moustache de temps en temps l'été qui ressemble un peu à la sienne, mais avec un petit peu plus quand même Georges Brassens. Vous voyez, il y a un petit mon côté loustique, rigolard, Hitler, qui commence un peu à... Voilà, donc un peu frisé, très noir, donc elle me rajeunit de 10 ans, c'est peut-être pas assez, je dirais peut-être de 20 ans, parce qu'elle est toute noire. Donc les gens ne voient que la moustache noire. Brusquement. Et j'aime bien ça, mais j'ai toujours des drames avec ma fille à chaque fois. Qui me fait des histoires, des salades, parce qu'évidemment mon corps lui appartient. Vous savez, les enfants, souvent ils sont tellement, oui, ils prennent possession de vous et décident. Et elle a décidé que je ne vais pas porter la moustache. Et donc, parfois je la porte quelque temps, mais je finis toujours par céder et je me rase la moustache. Et je regrette parce que c'est vrai qu'elle me rajeunit, mais c'est comme ça. Voilà, et donc, vous voyez ce que je veux dire, j'ai rien contre les moustaches. Oui, tout à fait, je vois. Mais enfin, il se trouve. Je me moque de celle-là, mais c'est un peu injuste parce qu'il y a d'autres gens qui ont le même type de moustache, ça n'a rien à voir. Donc, vous voyez, défendons la moustache. Voilà, mais enfin, donc voilà, vous imaginez quand même cette société, on se retrouve entre Aldous Huxley, Houellebecq dans Soumission avec un président qui crie à la haute barre, George Orwell avec Le crime pensé dans 1984, avec ce ministère pas le ministère de la vertu, la purification morale qui supprime la liberté d'expression, une loi sur la moralisation des arts et des lettres, des autodafés qui sont faits par une commission de Laurent Bunel, François Bunel, pardon, qui lui aussi est habillé pour l'hiver parce qu'il redevient le président d'une commission qui va faire... Oui, bon, peut-être qu'il m'en a voulu, il semble qu'il n'est pas très content de ce que j'ai écrit, mais bon, on m'a dit beaucoup t'as tort, il ne va plus jamais t'inviter, je dis oui alors, de toute façon j'ai pas besoin de ça. Mais François Bunel, je l'ai mis un peu comme incarnation de la littérature académique officielle, vous voyez, c'est un peu la littérature officielle. Ce qui est triste, parce qu'en fait, on voit bien la littérature marginale, un peu à côté, elle n'a plus sa place tellement à la télévision. Or, c'est très regrettable, parce que c'est une littérature. Il y a une littérature officielle que j'ai toujours respectée, que j'aime. J'aime les grands écrivains classiques, un peu chiants. Vous voyez, on ne va pas les citer tous, mais on peut citer Claudel, on peut citer Mauriac, on peut citer, etc. Moi, c'est des auteurs que je lis souvent avec plaisir. Et puis de l'autre côté, il y a une littérature très énergique, de gens paumés qui ont beaucoup apporté à la littérature. On peut commencer par Rimbaud, Verlaine, mais après on peut continuer avec Antonin Artaud, enfin voilà, après Georges Bataille, etc., tout ce que vous voulez. Donc la littérature, c'est tout ça. Bon, et c'est vrai qu'il y a tout un pan de la littérature maintenant qui n'a plus trop le droit à l'expression, et moi personnellement ça me désole. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Et franchement, Bunel, a priori, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais c'est comme ça, après tout, c'est vrai que qui aime bien châtier bien, mais je me châtie moi-même dans le livre, puisque s'il se plaint, franchement, moi je pourrais me plaindre, parce que Antoine Bradsock, c'est-à-dire le personnage central qui est un peu mon double, franchement, il est habillé pour l'hiver, il est un peu ridicule. Et lui-même, d'ailleurs, fait partie de la commission Bunel. Donc voilà, faut pas tout à fait. Ne dramatisons pas. Hein. D'ailleurs, il y a un peu de l'Antoine Bradsock en vous, évidemment, parce que... Oui, mais je suis pas lâche. Hein. Il est très lâche, je suis pas lâche du tout. Oui, mais justement, c'est part entre la réalité et la fiction. Il y a ce petit moment où vous dites qu'il a écrit un livre qui s'appelle L'Immortel. Alors, je me suis dit, mais où est-ce que Fogg veut nous emmener? C'est lui, il se met en scène, donc là, on a un peu... Qu'est-ce que vous souhaitez? En quoi vous souhaitiez être Antoine Bradsock? Quelle part d'Antoine Bradsock? A priori, c'est moi, avec des côtés ridicules. Ce personnage était déjà très présent dans Un très grand amour, un livre qui plaît énormément aux femmes et que les mecs détestent, qui était un joli succès d'ailleurs, qui est sorti en, je sais plus, peut-être 2010. Peut-être après d'ailleurs. Un très grand amour, c'est... Oui, ça l'est complètement, avec mes ruptures, mes femmes, mes différentes femmes qui sont toutes identifiables.
qui ont toutes beaucoup rigolé, parce que j'ai fait en sorte que justement personne ne soit attaqué, lésé. C'est pas l'autofiction dans le sens les autres sont méchants, puisque moi je suis un pauvre type dans le livre, vraiment. Un pauvre type, et c'est assez juste, c'est-à-dire le côté paumé, toujours entre deux femmes, hésitant, un peu ridicule, mentant mais ne sachant pas mentir, enfin vous voyez, un homme quoi, comme sont la plupart des hommes, lamentable. Et donc je me suis décrit comme ça, donc ça fait évidemment rire mes ex, dont l'une, et je crois deux d'ailleurs, le frère Noël, vous voyez, c'est pour vous montrer à quel point le livre ne posait pas de problème, n'a posé aucun problème dans la famille. Et ce personnage était assez proche de moi, avec tout ce côté ridicule sur le plan de l'amour, et même, enfin, il y a des faits comme ça, mais tout était tellement transformé que personne ne pouvait vraiment s'y reconnaître. Là, c'est un petit peu différent, j'ai pris le personnage, c'est-à-dire moi dans 10 ans, mais en rajoutant, pour salir un peu le personnage, par exemple, l'histoire de lâcheté, parce qu'il est très lâche, franchement, demander à mes proches, ils ont toujours plutôt peur pour moi, je n'ai pas cette réputation-là. Il est un peu vaniteux, pas trop, mais un peu quand même. Moi, j'ai absolument aucune vanité, j'en ai rien à foutre. Je suis peut-être orgueilleux, ça c'est sûr, mais je ne suis pas du tout vaniteux. Et je pense que l'immortel, je ne suis plus dans ma tête, parce que le livre, j'ai écrit il y a plus d'un an, et il y a plus d'un an, et il y a vraiment beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts depuis. Mais je pense que j'ai voulu me rapprocher de lui, vous voyez, pour que ça fasse un truc. Il faut arrêter là, tu es parti sur quelqu'un d'autre, en fait. Remets-toi dedans, remets-toi. Donc, si vous voulez, c'est plutôt comme ça. Mais alors, quand vous lui faites dire, les écrivains sont toujours en représentation et pathologiquement insincères. Est-ce que là, on est dans la réalité ou dans la fiction par rapport On est dans la réalité, bien entendu. C'est la fiction en même temps. C'est l'histoire du mentir vrai d'Aragon, qui est un mot très juste. C'est qu'on est complètement dans la réalité, parce que mettez des écrivains entre eux, il y a quand même une espèce de... Justement, là, c'est un concours de vanité. Tous ces gens qui se croient immortels, tous ces gens qui parlent de leur œuvre, tous ces gens qui pensent à la postérité, qui n'est jamais qu'un discours aux asticots, etc., comme disait Céline. Enfin, bon, on est dans un truc... Et de l'autre côté... c'est de la fiction, parce que c'est pas tellement des écrivains que je fréquente, mais quand je les fréquente, je suis toujours étonné des choses que j'ai entendues. Mon œuvre, ça c'est quand même quelque chose qui revient très souvent. Ils n'ont pas compris que tout ça, on va pas en parler dans quelques temps. D'ailleurs, regardez tous ces monuments littéraires qui disparaissent, à quelques exceptions près, la plupart du temps, on ne les lit plus, c'est fini. Qui lit Jean-Paul Sartre? Qui joue encore Jean-Paul Sartre? Vous voyez, c'était quand même un monument monumental. Bon, son copain, son ami ennemi, son ennemi en fait, Camus l'a complètement séché sur le long terme. Comme ça, si on regarde la postérité, Camus a tout écrasé. Sartre, il n'existait plus. Donc c'est ça aussi. Et pourtant, ces gens, ils avaient l'impression je peux en citer beaucoup d'autres comme lui, qui avaient l'impression de construire une œuvre. Personne ne lit plus, quoi. C'est ça. Et il faut l'accepter. Moi, je l'accepte très bien. Parce que moi, je suis croyant, mais je ne crois pas à la vie éternelle, et c'est pas grave. Voilà, j'essaye sur le modèle d'Épicure ou de Sénèque, ou tous ces gens qui m'ont nourri philosophiquement, ou d'ailleurs et Nietzsche et beaucoup d'autres, j'essaye d'avoir une vie bonne. Vous voyez, bonne dans tous les sens du mot, c'est-à-dire bonne pour moi, bonne pour les autres aussi. Et de mourir tranquille. Je pensais à ça parce que c'était quelque chose que j'ai dit aujourd'hui pendant une conférence, et c'est un truc qui me fait toujours rire, c'est Brahms, que j'aime beaucoup, un grand compositeur, requiem allemand, c'est une des plus belles choses qu'on puisse connaître, c'est un requiem plutôt, enfin avec des moments de joie, quoi, qui est magnifique. Et puis c'est un immense compositeur. Moi justement, je peux écouter tout, musique, variétoche, tout ça, tous les trucs, opéra, mais c'est vrai que j'ai une grande passion pour certains musiciens, je pense notamment à Brahms. Et Brahms, sur son lit de mort, vous voyez, il est là comme ça, et vraiment ça va très mal, il est sur la fin, il respire mal, enfin tout ça, bon, tout ça se termine. Et qu'est-ce qu'il demande? Un verre de vin. De vin blanc du Rhin. Vous savez, c'est formidable. Et son truc, c'est ah, das ist gut, et il meurt. Et ça, j'adore cette façon de vous citez de plusieurs. Ah non, mais moi j'adore ces derniers mots. Je pense souvent à lui. Et à chaque fois que je pense à la mort ou à tout ça, je pense toujours, je me vois très bien avec cette grosse barbe qu'il avait. Celui qui avait été tellement beau quand il était jeune, c'est devenu une espèce de vieux barbu énorme comme ça. Et allez, donnez-moi le vin du Rhin. Allez, donnez-moi du blanc du Rhin. Ah, das ist gut. Et puis il y a ceux qui ratent tout, comme Churchill, je crois, qui lui... Ah bah oui, ce dernier mot, c'est horrible, truc à la con, parce qu'il a passé son temps à faire des blagues et à trouver des bonnes formules, c'est extraordinaire. Churchill, c'est un festival permanent. N'oubliez jamais, prix Nobel. Churchill, prix Nobel. Alors je crois toujours prix Nobel
de la paix, pas du tout. Prix Nobel de littérature pour ses mémoires qui sont remarquables. Non, mais c'est ça, Churchill, il faut voir, c'est un festival sans arrêt. Il y en a d'autres, il y a un autre homme politique en France qui est formidable comme ça, c'est Clemenceau. Talleyrand, c'est pas mal non plus. Puis vous avez des écrivains comme Jules Renard, etc., qui ont toujours des formules qui font sourire et qui font rire. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les citations, je suis collectionneur de citations, je les oublie souvent, mais il y en a quelques-unes que j'oublie pas. Et puis de toute façon, je me souviens toujours du sens. D'ailleurs, il y a énormément de citations. Oui, un peu trop peut-être, mais c'est important pour moi, j'aime bien. Je vis avec. En fait, c'est très personnel ça, je vis beaucoup avec les citations. Et j'aime beaucoup relire des citations, j'ai un petit carnet, je note les trucs que je trouve marrants, qui sont, voilà, j'ai lu un livre, et hop, je note. Alors on parlait de Churchill tout à l'heure, oui. Vous avez trouvé des accents churchilliens dans une phrase, pour revenir au livre, la France est prête à brader la liberté pour avoir la sécurité, à la fin elle n'aura ni l'une ni l'autre. Bah oui, c'est vrai, évidemment, on le dit tous les jours ça. Donc là on est en plein, on revient vraiment... C'est pas parce qu'on cède que les choses s'arrangent, c'est jamais le cas. Vous savez, il y a un président américain qui avait cette formule, tout le monde pensait qu'il voulait faire la guerre, c'était Ronald Reagan, et il avait cette formule qui était reprise beaucoup depuis, qui était « peace through strength », c'est-à-dire la paix à travers la force. Après, il l'a fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fait cette histoire un peu ridicule de la guerre des étoiles, tout le monde a cru que c'était sérieux. Enfin, c'était sérieux du côté américain, mais ils n'avaient pas envie de faire ça parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Les Russes n'arrivaient pas à suivre, et puis à un moment donné, il a dit à Gorbatchev, il voyait que c'était la fin, c'est un énorme sommet, c'était un renversement total dans l'histoire, il dit, on pourrait peut-être faire le désarmement alors. Et hop, ils ont fait le désarmement, vous voyez. Donc je pense que la force, c'est pas, au contraire, c'est pas pour faire la guerre, je pense que la faiblesse, c'est elle qui provoque la guerre. Si la France n'avait pas été aussi faible en 1939, vous pensez que Hitler a fait la guerre? Évidemment que non. Et on était faible. Quand on est faible, on attise les convoitises et on attire le mal. Bon, donc c'est important d'être fort, pas pour faire la guerre, justement pour ne pas la faire. Alors justement, ça me donne une transition par rapport à ce scénario épouvantable qui commençait à se présenter. Heureusement, cette conjonction, cette coagulation en fait de toutes ces problématiques qui n'ont pas été traitées et qui se retrouvent en 2030, ça peut aboutir à une société épouvantable. Et alors, vous arrivez à l'adoucir avec énormément d'humour. Donc l'humour est vraiment transversal sur ce roman, sur Dernier été. Et on dit beaucoup que l'humour est la politesse du désespoir. Alors, moi, je vous pose la question, François-Olivier Gisbert, est-ce que vous êtes désespéré? Non, pas du tout. Ou est-ce que vous nous donnez des leçons? Non, je suis pas désespéré. Est-ce que vous nous donnez des leçons d'espérer? Oui, bien sûr, je suis pas désespéré. Je trouve la situation désespérée, bien entendu. Mais vous savez, vous avez une très belle formule, c'était le maréchal Foch. Alors, je veux encore faire une citation, phrase que j'adore. Les lignes sont enfoncées. Voilà, c'est fini, quoi, j'ai perdu. Une seule solution, j'attaque. Voilà, c'est ça. Et c'est ça la solution, bien sûr. Ben oui, bien sûr, la situation est excellente, j'attaque. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Oui. C'est toujours, donc moi je suis dans l'attaque. Je suis dans l'attaque par le rire, qui est une arme de destruction massive. Absolument. Parce que le rire, alors, ces gens qui font peur, soi-disant, sont souvent ridicules. Il n'y a pas à avoir peur. Même y compris, je sais pas, l'islamiste, qui est là, comme ça, face à des personnes ridicules. Je trouvais que sur Daesh, il y avait l'occasion, justement, de se moquer beaucoup. Bon, ils voulaient terroriser, mais si on se moque d'eux, je pense que c'est encore pire, parce qu'ils ont une telle conscience d'eux-mêmes. Je pense que le rire est une arme. Et ça, il faut se servir de... Mais en dehors de ça, moi, d'abord, je suis un tempérament qui rit, et je trouve qu'on doit rire de tout, et notamment de la situation actuelle. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est désespérant. Il faut rire, et en pensant qu'en riant, d'ailleurs, on va faire que les yeux vont s'ouvrir. Tiens, vous savez, vieil homme fourbu, vieille femme par terre, etc., et qui se relève sans arrêt, et qui voit la lueur de l'espérance. Voilà, ça se termine, cette citation, vous savez, c'est dans ses mémoires de guerre, sur la France, perclue de rhumatisme, écrasée de partout, mais qui toujours se relève. Voilà. Donc là, elle affronte des épreuves de toutes sortes. Enfin, regardez, on est là à Nice, avec une vue incroyable sur une des plus belles villes de France, sinon la plus belle. Qu'est-ce de quoi on se plaint? Voilà, c'est bien. Il faut défendre ce patrimoine, il faut l'aimer, il faut être digne de nos ancêtres. Et puis voilà, moi je suis pas du tout j'ai pas écrit ce livre en disant tout est foutu. J'ai pas cette dimension-là. Je suis pas un pessimiste en plus. Alors on peut dire que je suis un optimiste irresponsable. Moi, je suis un pessimiste actif, comme souvent les optimistes, mais j'ai pas écrit ce livre en me disant c'est foutu. Je pense pas du tout. Et quand vous me dites la France est foutue, je dis non. Je dis simplement il faut se battre. Et puis si vous voulez, par exemple, par rapport à la France, je vais vous faire une confidence, je suis beaucoup moins pessimiste que je l'étais il y a un an.
Il y a un an, j'étais un peu désespéré. Et puis là, je trouve qu'il y a quand même il y a un petit réveil. Bon, il y a des forces obscures, ben c'est à nous de les dénoncer, de se moquer d'elles, voilà. Mais je pense que la situation est moins grave qu'elle pouvait l'être il y a un an. Peut-être que je me trompe. Ce qui est terrible, c'est quand les esprits s'habituent. Ouais, ce qui est terrible, c'est le sens d'un livre comme ça qui veut remplir une mission, hein, c'est plutôt d'ouvrir les esprits, c'est pas d'expliquer que tout va mal et tout est foutu. Et donc, je force le trait pour voir si ça continue comme ça, voilà ce qu'on aura. Et c'est vrai que ce qui m'a un petit peu gêné dans la dernière période, souvent, c'est que j'avais l'impression que la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire de Woody Allen, où je raconte que la mairie de Paris décide de se séparer de sa sépulture et de le mettre dans une fosse commune parce qu'elle était sans arrêt vandalisée, qu'il y avait sans arrêt des manifs devant. Bon, j'avais l'impression, c'est vrai quand j'ai vu qu'il ne pouvait pas publier ses mémoires aux États-Unis, qu'il y avait tout un scandale, je me suis dit, mais oui, mais c'est horrible, ça arrive si vite. Je pensais que ça allait être plus de temps. Mais plus ça avance, finalement, mes mémoires ont été publiées, notamment en France. Mais il n'a pas eu trop de succès, parce que pourtant c'est quelqu'un... Moi j'ai pas une admiration folle pour lui. Je trouve que c'est pas très bien d'épouser la femme, même s'il n'est pas de son sang, la fille de son épouse, épouse la fille adoptée de son épouse. Je trouve que c'est pas très chic, mais bon, en même temps, c'est pas illégal. Il n'a pas été poursuivi par la justice, et je vois pas de quel droit on dit, on n'a pas le droit de publier, de lire ses mémoires. Mais ça, c'est une société qui devient folle, avec un processus qui est totalement américain, made in USA, qu'on colle comme ça en France et on fait pareil. C'est-à-dire, parce qu'évidemment, les gens, à force de regarder Netflix, ils ont l'impression que la France c'est les États-Unis et inversement. Et alors, ce sont deux pays qui n'ont pas grand-chose à voir. Et voilà, moi je vous répète, je pense qu'il y a beaucoup de forces dans ce pays qui sont positives et ce pays il a connu d'autres ennuis bien avant qu'il a réglé. Donc, non, c'est pas foutu. Oui. Non, d'ailleurs, sûr. Hein. D'ailleurs, surtout on a intérêt nous parce qu'on n'a pas tellement d'années encore à vivre. Donc c'est comme ça. C'est Dorian Gray qui parle.